Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dans le cadre de la maison d'expatriation qui a lieu en ce moment à Paris et partout dans le monde, hein. On a la chance de pouvoir faire des conférences sur plein de thématiques sur le départ à l'étranger, mais aussi le France pour ceux qui sont déjà expatriés. Et aujourd'hui, on a la chance de faire une conférence sur justement tout savoir sur l'expatriation avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Aurore Do, qui est chef de la cellule communication, justement la direction des Français de l'étranger et l'administration consulaire. Merci Aurore d'être présente. Merci Damien pour cette invitation. Et on va parler de beaucoup de sujets qui passionnent les personnes justement qui veulent partir à l'étranger. Et je précise qu'on a un chat donc, qui est disponible pour toutes les personnes qui veulent poser leurs questions. On y répondra au fur et à mesure de la conférence ou bien à la fin, on aura un petit moment de questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Alors ma première question, Aurore, elle est simple. Justement, on sait que l'expatriation évolue, change. Est-ce qu'il y a des grandes tendances finalement qui se dessinent aussi depuis le ministère? Eh bien, écoute, Damien, effectivement, on voit que l'expatriation a le vent en poupe, hein. C'est reparti vraiment à la hausse depuis ces 3, 4 dernières années. Il y avait eu évidemment une vague de retour en France au moment du Covid, mais cette période est vraiment derrière nous. Il y a une progression dans le nombre des Français inscrits sur les registres consulaires. On aura, je pense, l'occasion de revenir Bien sur sûr. ce que c'est exactement un peu plus tard. Euh, En gros, pour vous donner une idée, il y a 1,8 million Français qui sont inscrits sur ces registres dans le monde. On estime que c'est plutôt 3 500 000 personnes qui résideraient à l'étranger. C'est difficile d'avoir des chiffres sûrs. Euh, et puis, sur les grandes tendances en termes de géographie, déjà, il faut noter qu'il y a un Français sur deux qui est expatrié au sein de l'Union européenne ou en tout cas en Europe occidentale, les pays les plus proches. Et voilà, pour le top 5, on trouve d'abord la Suisse, qui en plus de ses nombreux frontaliers a beaucoup de Français qui résident en Suisse. Les États-Unis, avec en particulier New York, le Royaume-Uni avec une grosse communauté française à Londres, la Belgique, nos voisins belges, et le Canada avec plus de 70 000 Français qui sont installés à Montréal. Est-ce qu'il y a des pays, justement, peut-être dans les dernières années, qui ont conduit aussi une plus forte affluence dans le cadre de l'expatriation des Français? Oui, sur les grosses hausses, on note les Émirats, Émirats arabes unis, notamment à Dubaï. Le consulat a enregistré ces derniers mois, cette dernière année, beaucoup d'inscrits. Il y a eu un gros travail de communication fait par notre consulat sur place pour justement que les personnes qui résidaient déjà puissent, enfin, fassent cette démarche. Euh, et en tout cas, ça a payé. C'est une forte augmentation dans cette zone. Alors, il y a parfois des personnes qui ont un projet d'expatriation, mais qui ne savent pas encore où partir, qui se disent, voilà, j'ai envie de partir à l'étranger, c'est un projet en soi, hein, mais il faut aussi pouvoir déterminer une destination. Est-ce que, on dirait, quels sont les conseils que tu peux donner à ces personnes qui cherchent encore leur destination d'expatriation? Alors, sur la destination spécifique, bon, déjà, peut-être que le message principal, et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est que un départ, ça se prépare. C'est ce qu'on dit souvent. Ça pourrait être le slogan de notre direction. Euh, pour définir son projet, je pense qu'il est important de regarder plusieurs choses. Sur la destination, en fait, il va falloir se renseigner évidemment sur le pays. Vous avez sur le site du ministère des Affaires étrangères, donc le site France Diplomatie, c'est vraiment une mine d'informations sur les pays. Vous pouvez avoir du coup un point assez précis sur la situation économique, sur la situation sécuritaire, sur la situation sanitaire, éventuellement voir s'il y a des possibilités d'emploi sur place. On a ce qu'on appelle également les fiches conseils aux voyageurs qui valent que vous partiez en vacances ou que vous partiez vous installer, mais en tout cas, ça donne déjà une première approche. Et puis ensuite, évidemment, si vous voulez chercher du travail, il faut se renseigner sur le marché de l'emploi local. Vous pouvez contacter les chambres de commerce et d'industrie, par exemple. Vous pouvez contacter Business France. Pardon, je me fais attaquer par un moucheron.
Euh, c'est, vous pouvez également vous renseigner sur le site de France Travail. France Travail a une rubrique internationale avec un certain nombre d'offres d'emploi. Si vous visez la zone plutôt Europe, vous pouvez également consulter un certain nombre d'offres sur le site EURES, EURES. En fait, EURES, c'est le réseau des France Travail européens, de toutes les agences pour l'emploi au niveau européen. Donc là, vous allez avoir oui, un certain nombre d'offres, un certain nombre d'informations, également de l'accompagnement pour trouver un emploi. Eh bien, le CV ou la lettre de motivation, tel qu'on le fait, tel qu'on la pratique en France, ça n'est peut-être pas les mêmes codes, peut-être pas les mêmes normes dans d'autres pays. Donc, en fonction de là où vous visez votre expatriation, ça peut être intéressant de se renseigner sur comment trouver du boulot, comment améliorer mon profil. Euh, Peut-être un des meilleurs conseils qu'on peut donner, mais c'est si vous le pouvez, le mieux c'est peut-être d'aller voir directement sur place. Il y en a beaucoup qui rêvent, par exemple, on parlait du Canada tout à l'heure. Le Canada, c'est une destination très à la mode, très courtisée. Je pense que aller au Canada sans être allé tester le Canada par -30 en plein hiver, vous pouvez avoir des surprises. Faut être sûr qu'on puisse supporter le climat, la lumière, la chaleur ou autre. Euh, et c'est peut-être un conseil qu'on peut donner effectivement pour pas que ça tourne un petit peu au cauchemar, enfin pour que tout se passe bien. Ouais, c'est vrai que c'est des conseils qu'on donne également à la maison d'expatriation parce qu'on a toujours cette idée, cette envie de pays, mais effectivement, il faut aussi se confronter à la réalité, hein, qui n'est pas forcément celle de vacances classiques, hein. On vit sur place et effectivement, il faut pouvoir aussi expérimenter le pays tel qu'on va le vivre après sur une plus longue période. Une fois qu'on est sur place, alors on a eu son travail, on a eu son visa, on a pu justement Ah, euh, bah là, on a fait beaucoup d'étapes alors. exactement. Finalement, quelles sont les démarches voilà, qu'il faut aussi que je mette en marche, que ce soit en France avant de partir ou même une fois en arrivant à l'étranger? Mais ce qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est qu'une expatriation, c'est pas anodin et ça va avoir quand même un certain nombre de conséquences. On peut penser à des conséquences en matière fiscale, sur votre statut au niveau de la sécurité sociale, au niveau des cotisations retraite. Et donc là, en dehors de la destination à proprement parler, je pense qu'il faut quand même que vous vous renseigniez auprès des organismes dédiés sur les conséquences de votre départ en fonction de votre statut. Alors, sur les conséquences en matière fiscale, vous pouvez aller sur le site impôts.gouv. Ils ont désormais une rubrique internationale qui dépend de la DINR, la Direction des impôts des non-résidents, parce que c'est pas parce que vous résidez à l'étranger que vous ne paierez plus d'impôts en France. Peut-être que vous n'en paierez plus, mais ça dépend des conventions en fait entre les États. Euh, et il y a par exemple ce qu'on appelle des conventions de non-double imposition. Donc, si vous payez des impôts dans votre pays de résidence, peut-être que vous n'aurez plus à en payer en France, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas nécessité de faire une double déclaration. Donc, il y a toujours des obligations en matière de déclaration au niveau des impôts. Je parlais de la sécurité sociale. Là, vous pouvez vous renseigner sur le site du CLEIS, CLEI2S, peut-être qu'il participe à la maison de l'expatriation cette année, je ne sais pas. Oui, Euh, ils seront en conférence pour information, je le précise aussi, pour parler de la retraite justement avec la Caisse des Français à l'étranger dans quelques jours. Et ben voilà, très bien. Donc, assistez à cette conférence si vous êtes concerné par la retraite. Évidemment, si on parle de retraite, vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de l'assurance retraite. C'est pas parce que vous vivez à l'étranger que vous ne toucherez plus votre retraite en France, et c'est pas parce que vous travaillez à l'étranger que vous ne pouvez plus cotiser pour votre retraite en France. Mais donc, ils vous expliqueront tout ça. Mais le CLEIS, il est également compétent en matière donc, de sécurité sociale. Et, et vous pourrez donc trouver l'info en fonction de votre statut.
si vous partez en tant qu'expatrié pour votre entreprise française, si vous partez en tant que détaché, si vous partez en tant que salarié recruté sur place, ça n'aura pas les mêmes conséquences, notamment au niveau de la sécurité sociale. Et donc ça, c'est des points qu'il faut quand même bien avoir en tête pour savoir exactement quelles conséquences votre départ aura. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais au niveau peut-être de la préparation, de la destination aussi, c'est un point qu'on n'a pas évoqué. Votre projet, il est peut-être de partir seul, il est peut-être de partir en famille, il est peut-être de partir avec un conjoint, une conjointe qui va également chercher du travail sur place, pourquoi pas. Et donc là, c'est également important de se renseigner par rapport à votre situation personnelle. Euh, on a la chance en France d'avoir un très très beau réseau d'écoles et de lycées français à l'étranger qui dépendent de l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Donc là, si vous partez en famille avec des enfants à scolariser, c'est peut-être aussi la recommandation qu'on peut faire, d'aller se renseigner sur le site de l'AEFE, de voir où est-ce qu'on a des écoles. Il y a un certain nombre de pays où les écoles, par exemple, peuvent s'arrêter au primaire et à partir du collège, ce sont des répétiteurs qui assurent les cours du CNED, par exemple. Euh, voilà, en fonction des pays, c'est quand même bien d'avoir une petite idée de la scolarité possible sur place. Et je parlais de l'emploi du conjoint. Également, c'est à bien regarder. Si vous partez en tant qu'expatrié avec donc un visa de travail pour vous, c'est pas garanti que votre conjoint, votre conjointe pourra bénéficier également d'un visa de travail. Donc, si son souhait c'est de travailler sur place, c'est important quand même d'avoir ça en tête. Bien sûr, alors quand on est sur place, effectivement, on se pose aussi pas mal de questions sur les démarches aussi qui peuvent être mises en place. Tu as parlé de l'enregistrement justement au registre des Français de l'étranger. En quoi c'est essentiel justement de le faire et en quoi c'est une démarche finalement qui devrait se faire au départ à l'arrivée? Alors, l'inscription au registre, c'est effectivement quelque chose. Alors, c'est pas obligatoire, c'est pas une démarche obligatoire, c'est une démarche volontaire. C'est une démarche qu'on effectue une fois qu'on arrive dans le pays, puisqu'il faut pouvoir justifier d'un domicile, donc avoir une facture, une quittance de loyer, un contrat de bail ou autre. Donc, vous ne pouvez pas le faire en amont, ça ne peut pas s'anticiper. Il y aura d'autres démarches qu'on peut faire avant, on y reviendra par la suite. Mais l'inscription au registre, c'est vraiment votre lien avec le consulat. Ça va être une manière de dire coucou, c'est moi, je suis arrivée en famille, j'habite ici. Et le consulat, du coup, va vous avoir dans le viseur. Euh, on a eu pas mal d'événements récemment qui ont montré toute l'utilité et toute l'importance d'avoir un registre à jour, puisque effectivement, en temps de crise, vous serez contacté par le consulat. Le consulat, s'il commence à mettre en place un plan, par exemple, d'évacuation ou autre, il pourra avoir une connaissance très fine de sa communauté française qui réside dans sa circonscription et donc avoir un plan de sécurité le plus adapté possible. Ça, c'est pour le point sécuritaire. Mais ensuite, en fait, c'est vous faciliter les démarches à l'étranger. Vous pouvez voter, par exemple. On reviendra peut-être sur les élections. Eh bien, si vous êtes inscrit sur le registre, ça facilite votre inscription et la gestion de votre inscription sur la liste électorale consulaire. Ça, c'est un premier point. Ça facilite vos démarches en matière de type d'identité et de voyage, par exemple. Dans un certain nombre de pays, un petit peu moins d'une trentaine, vous pouvez recevoir votre passeport à domicile, par exemple. Donc, vous allez au consulat pour faire votre demande.
et vous n'avez plus besoin de retourner au consulat, mais le passeport vous sera envoyé. Ça, c'est réservé aux personnes qui sont inscrites au registre. Et j'ajouterais même qu'on a une expérimentation en ce moment au Canada, en Australie, en Espagne et au Portugal de renouvellement de passeport à distance. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin pour le premier rendez-vous de vous déplacer au consulat. Et ça, pareil, c'est réservé. Il y a d'autres conditions, mais une des conditions, c'est d'être inscrit au registre. Donc, on a parlé du vote, on a parlé de la sécurité, on a parlé de l'envoi de passeport. On a aussi les consulats. Ils vont pouvoir vous accompagner dans votre vie d'expatrié. Vous allez pouvoir bénéficier de bourses scolaires, par exemple. J'évoquais tout à l'heure le réseau de l'AEFE. Si vous avez des enfants qui sont scolarisés au sein d'un établissement de l'AEFE, des enfants français, eh bien, sous condition de ressources, vous pouvez bénéficier de bourses scolaires. C'est à peu près 100 millions d'euros par an qui sont versés pour environ 20 000 boursiers. Donc, c'est pas négligeable. Et ça, c'est pareil, une des conditions pour pouvoir bénéficier des bourses, c'est d'être inscrit sur ce fameux registre consulaire. Et en parallèle des bourses, on a quelques aides sociales ponctuelles ou pour des personnes en situation de handicap, par exemple, qui peuvent être attribuées et également qui sont réservées aux personnes inscrites. Voilà, et puis après, évidemment, nous, ça nous permet d'ajuster notre réseau. Le réseau, il évolue. On a plus de 200 services consulaires à travers le monde. On a ouvert récemment, en février dernier, un consulat général à Nuuk, au Groenland. C'était peut-être pas pour sa population résidente, mais c'est pour vous expliquer que le réseau, il évolue et il évolue aussi en fonction des tendances d'expatriation, en fonction des communautés. Et donc, si on veut avoir un réseau adapté, bah, évidemment, le mieux on sera informé, le mieux on pourra s'adapter. Ah, d'ailleurs, tu évoques le rôle du consulat, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, quand on vient de France, on est parfois pas forcément familier avec le rôle du consulat par rapport à l'ambassade. Donc finalement, on entend plus parler des ambassades que des consulats quand on vient en France. Est-ce que tu peux rappeler justement en quoi c'est important aussi de dire que le consulat, c'est la maison des Français à l'étranger finalement? Oui, exactement. Bah, merci pour cette question. Alors, peut-être déjà pour simplifier le propos, on nous demande souvent la différence entre ambassade et consulat. C'est vrai que c'est pas toujours très clair. Je dirais que pour faire très simple, une ambassade, elle va gérer les relations d'État à État, que ce soit au niveau politique, diplomatique, au niveau économique, culturel, de coopération, etc. Et le consulat, c'est vraiment du service public, du service à la personne. Donc, c'est les relations d'État à citoyen, à usager. Et donc, nous, dans les consulats, on a deux types d'usagers. On a les usagers étrangers qui souhaitent venir en France et qui, pour ça, demandent des visas, par exemple. Donc, ça, on va pas s'étendre parce que c'est pas le sujet, mais donc, c'est évidemment un des rôles des consulats. Et puis, bah, l'autre public, c'est évidemment vous qui êtes derrière votre ordinateur, futurs expatriés, les expatriés actuels, les personnes même qui seraient de passage, qui voyagent à l'étranger. Comme tu le disais, on est un petit peu la maison des Français à l'étranger, on est un petit peu la mairie, on est un petit peu la CAF. La CAF, j'évoquais justement les bourses scolaires, les aides sociales. La mairie, c'est au consulat que vous allez vous rendre pour refaire votre passeport, pour refaire votre carte d'identité, pour voter. On l'évoquait, on organise à l'étranger 4 scrutins, l'élection présidentielle évidemment, les élections législatives. On a 11 députés des Français de l'étranger, spécifiquement pour les 11 circonscriptions mondiales. On a les élections européennes. Et puis, cette année, les Français de l'étranger ont voté tout récemment, il n'y a même pas un mois, pour les conseillers des Français de l'étranger, qui sont vraiment les élus de proximité. On n'a évidemment pas d'élection municipale à l'étranger, mais
ça, c'est évidemment pas le même rôle, mais c'est vraiment les élus qui sont établis de longue date dans la circonscription, qui connaissent bien la communauté, qui sont en lien très étroit avec le consulat, qui participent au conseil consulaire et qui donc font le relais, sont un petit peu le porte-voix des communautés françaises à l'étranger. Et ces CFDE, ils font partie du collège électoral qui élise les 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger. Ça, c'était pour la petite partie éducation civique, si je puis dire. Mais donc, sur le rôle des consulats, si on revient là-dessus, il y a également pour le côté mairie l'état civil. Si vous avez voilà, l'envie de vous marier à l'étranger, la chance d'accueillir un nouveau-né, parfois le malheur de perdre quelqu'un, c'est au consulat qu'on va pouvoir déclarer une naissance, faire transcrire un acte étranger à l'état civil français. Et puis, je pense que c'est important de le rappeler aussi, le consulat, il a un rôle de protection. On a parlé tout à l'heure des crises. La protection consulaire, c'est pas uniquement en cas de crise, ça peut être des crises individuelles. Là, c'est peut-être le moment de faire un petit rappel sur le respect de la législation locale. À l'étranger, c'est nous. Et c'est pas notre droit qui s'applique, c'est le droit local qui s'applique, parfois avec des règles qui peuvent surprendre. Je pense en Thaïlande, par exemple, où il est interdit de vapoter. Et on peut prendre de lourdes amendes, voire risquer une peine de prison si on est arrêté en train d'être vapoté. Et là, le consulat, son rôle, ça va être d'assurer ce qu'on appelle la protection consulaire, donc d'aller, de s'assurer que les conditions de détention de nos détenus français correspondent aux standards locaux. Il n'est pas question d'avoir un traitement de faveur, mais correspondent bien à ce qui se pratique, que la personne n'est pas plus maltraitée du fait de sa nationalité française. On va mettre à disposition des usagers des listes d'avocats, si possible francophones. Voilà, pour vous donner une idée, on compte 2200 détenus français à travers le monde et qu'on suit, à qui on rend visite en prison régulièrement, etc. Et puis juste une précision alors tu m'arrêtes si je me trompe, mais si en cas de double nationalité, hein, quelqu'un qui a deux nationalités, c'est le premier consulat qui est appelé finalement, qui gère le dossier entre guillemets. Je suis pas sûre que ce soit si simple que ça. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'en cas de binationalité, si vous êtes arrêté dans votre pays de votre autre nationalité, si je suis franco-espagnol et que je me fais arrêter en Espagne, la protection consulaire va pas toujours être facile à appliquer parce que évidemment le pays de résidence va considérer que vous êtes avant tout un de ses ressortissants nationaux et donc peut refuser l'application de la protection consulaire. Ça, c'est arrivé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le consulat est là pour accompagner ses résidents, mais il n'a pas du tout de pouvoir juridique en soi pour appuyer un dossier, parce qu'on reste sur de la loi locale, hein. C'est important de le préciser. Exactement, ça c'est merci de le souligner, Damien, c'est important de l'avoir à l'esprit. On n'est pas là pour faire sortir les gens de prison, on n'est pas là pour s'immiscer dans le processus juridique local. La personne peut se dire innocente, etc. Nous, ça n'est certainement pas notre rôle de prendre la défense, d'assurer la défense, même de prendre en charge des frais de défense ou des frais d'interprétariat, par exemple. C'est effectivement pas le rôle du consulat. Alors, j'ai une question dans le chat, alors n'hésitez pas à ce que vous avez d'autres questions, mais quelle est la différence entre le consulat général et les consuls honoraires finalement, qui sont des rôles différents? Ouais. Alors, les consuls honoraires, ça c'est une très bonne question. Les consuls honoraires, on en compte 500 à peu près dans le monde. Ce sont des agences détenues par des personnes de nationalité française ou non et qui sont engagées bénévolement au service des Français à l'étranger. C'est un point de relais local quand on est éloigné du consulat. Euh, je vais donner, voilà, par exemple, je reprends l'exemple de la Thaïlande. La section consulaire, elle se trouve à l'ambassade de France à Bangkok. On a notamment une agence consulaire à Phuket où on a beaucoup de passages, beaucoup de tourisme. Et
Le consul honoraire, il va pouvoir faire un petit peu de consulaire d'urgence. Donc, s'il y a une visite en prison, par exemple, à faire ou une visite d'hôpital, il peut se déplacer. Mais je vous rassure, le consulaire, c'est pas que de l'urgence et des malheurs, c'est aussi des démarches administratives du quotidien. Et donc, on va pouvoir, par exemple, je parlais de l'envoi des passeports à domicile. Dans certains pays, ça n'est pas possible. Par contre, on peut venir récupérer son passeport dans une agence consulaire. Euh, il y a un petit surcoût, mais ça permet de ne pas avoir à revenir jusqu'au consulat. Je prends l'exemple, moi j'ai été en poste au Cambodge. L'ambassade, la section consulaire, elle est à l'ambassade à Phnom Penh. On a quand même une grosse communauté française qui vit dans le nord, du côté des temples d'Angkor, à Siem Reap ou à Battambang. Bon, bah, c'est 5 heures de route quand la route n'est pas inondée. Si on doit refaire le déplacement à chaque fois, c'est quand même du temps, des jours à poser, de l'argent, etc. Et donc, il est possible de faire envoyer ces passeports dans l'agence consulaire. On parlait d'élections tout à l'heure pour les consuls honoraires de nationalité française. Ils peuvent également recueillir votre procuration de vote. Euh, voilà, donc c'est un relais de proximité, mais ce ne sont pas des fonctionnaires du ministère. Ce sont des agents bénévoles qui bénéficient d'un brevet de mémoire pour 5 ans. Ils sont nommés, et puis c'est renouvelable évidemment. Et qui s'approuve encore une fois la solidarité des communautés à l'étranger, puisque comme tu le précises, c'est un rôle bénévole. Donc ils prennent de leur temps aussi pour aider leurs concitoyens là où ils sont présents. On a évoqué rapidement justement ces élections des conseillers des Français de l'étranger qui ont été élus ou réélus il y a peu de temps. Donc on parlait effectivement de cet appui aussi local pour vous, hein. Ça vous permet aussi de faire remonter les informations. Tu évoquais les bourses scolaires, ils font partie également voilà, de ce comité pour les bourses. Juste une petite précision, c'est vrai qu'on parle de bourses scolaires, mais on imagine peut-être la scolarité française à l'étranger comme étant complètement gratuite. Enfin, en tout cas, on l'imagine comme ça, alors que c'est pas vraiment le cas. Justement, peut-être un petit point de précision par rapport à ça. Tu as tout dit, ce n'est effectivement pas le cas. Ce sont des établissements. Alors déjà, il y a plusieurs types d'établissements, plusieurs voilà, conventionnés, sous contrat, plusieurs liens juridiques qui lient les établissements scolaires avec l'AEFE que j'évoquais tout à l'heure. Dans tous les cas, ce sont effectivement euh, des lycées payants. Où les frais de scolarité varient d'un lycée à l'autre. Donc, impossible de vous répondre si la question pose du coût du lycée français de Madrid. J'en ai absolument aucune idée. Mais ils garantissent l'idée de ces lycées français, c'est qu'ils dépendent donc, l'AEFE, elle dépend à la fois du ministère des Affaires étrangères, mais également du ministère de l'Éducation nationale. Et elle met en œuvre, ces lycées, s'ils sont conventionnés, c'est qu'ils mettent en œuvre les programmes français. À la fin de la scolarité, on va passer un baccalauréat français, reconnu au même titre que le baccalauréat qu'on aurait pu passer en France. Donc, il va permettre ensuite de venir faire ses études en France ou de continuer à les faire à l'étranger. Mais bien se renseigner effectivement sur le coût, ça peut surprendre quand on est habitué au système public français. C'est certes des établissements qui sont liés à cette agence publique, mais ce ne sont pas des établissements publics à proprement parler. Euh, donc, si vous êtes envoyé par votre employeur, par exemple, ça peut être dans des éléments de négociation de votre départ. Si vous avez des enfants à scolariser, que ce soit pris en charge par votre employeur, par exemple, ça peut faire partie des discussions. Et puis c'est important, effectivement, je pense que certains Français s'imaginent pas forcément éligibles pour des bourses, alors qu'en fait les conditions de bourse sont différentes en fonction aussi de différentes grilles de tarifs, etc. Donc c'est important de se renseigner sur ces Ouais. différentes thématiques. J'avais une question justement du chat aussi sur la partie économique, hein. Dans l'écosystème aussi, et dans la Team France, je dirais à l'étranger, il y a aussi cette partie économique. Si voilà, je souhaite ouvrir une entreprise à l'étranger, est-ce qu'il y a aussi un soutien qui peut se faire aussi de la part de cette équipe française? Mais au sein de l'équipe française, effectivement, on va trouver différents acteurs. On va trouver Business France, notamment. Vous avez également au sein des ambassades ce qu'on appelle le service économique qui dépend de Bercy.
Donc ça, ce sont des services que vous pouvez contacter. J'évoquais également les chambres de commerce et d'industrie qui sont très actives, qui réunissent les entreprises, les entrepreneurs localement et qui ont une bonne idée de ce qui se fait en termes de business dans votre futur pays de résidence. Et puis ensuite, alors c'est un petit peu différent, mais on a également des réseaux, ce qu'on appelle des CCEF, les conseillers du commerce extérieur français, qui sont implantés localement, qui ont déjà leur business et qui sont en contact très régulier avec justement les services économiques des ambassades pour la mise en place de projets notamment. Et qui sont un véritable relais d'information aussi sur ce qui se passe au niveau économique localement. Alors, je rebondis sur une autre pan finalement de la France à l'étranger, c'est la partie culturelle, hein. Alors, bien sûr, on pense à l'éducation, mais aussi à ce qu'on peut avoir pour les apprenants en français. Donc, on a les alliances françaises, les instituts français, qui sont aussi des lieux importants pour les Français qui vivent à l'étranger. Oui, tout à fait. Alors les alliances et les instituts sont effectivement deux entités qui dispensent des cours de français, qui généralement proposent également c'est possible, des cours de langue locale. Donc, si vous allez vous installer au Cambodge, par exemple, vous pourrez apprendre le khmer dans ces instituts. Mais c'est aussi des hauts lieux de culture. On a au sein des ambassades ce qu'on appelle le SCAC, le service de coopération et d'action culturelle, qui anime et qui dirige ces instituts. Et donc, vous allez avoir une programmation culturelle de théâtre, de cinéma, de musique, et qui permettent à la communauté française de se retrouver, d'échanger. Ça permet aussi de se créer un réseau. Et là, je pense que c'est peut-être l'occasion aussi de mentionner justement ces associations et ces réseaux qui existent à l'étranger. Il existe une fédération, la FIAF, c'est la Fédération internationale des accueils français et francophones à l'étranger. C'est une association qui a été reconnue d'utilité publique. Et peut-être que vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle, par exemple, à Londres, on va trouver Londres Accueil, à Dubaï, Dubaï Accueil, à Rome, Rome Accueil, etc. Donc, c'est tous ces accueils qu'on va pouvoir euh, découvrir, contacter quand on arrive dans le pays. Et ça permet également de se faire un premier réseau et pourquoi pas un premier réseau au niveau business également. J'ai peut-être quelques petits points toujours sur la préparation au Bien sûr. départ qu'on n'avait pas évoqué. Sur les démarches avant le départ, justement. Donc là, on reprend un petit peu le fil, on a trouvé notre destination, on sait exactement sur quel statut on va partir, etc. Il y a quand même quelques petits points qu'il faut avoir à l'esprit. Quel titre d'identité et de voyage je vais avoir besoin? Est-ce qu'une CNI, ça va suffire ou est-ce qu'il me faut un passeport? Quelle est la durée de validité pour le passeport? Il y a des pays qui exigent qu'il y ait au moins 6 mois de durée de validité au moment où vous arrivez dans le pays. Est-ce que sur place, je vais pouvoir venir comme ça avec, par exemple, un visa touristique et puis finalement, ça me plaît, je reste, je me mets à travailler. Généralement, il faut évidemment un visa de travail qui est parfois demandé en amont, se renseigner si c'est possible de régulariser sa situation sur place ou pas. Petit point sur le permis de conduire également. Est-ce que mon permis français va me permettre de conduire sur place? Est-ce qu'il me faut un permis international? Est-ce qu'il faudra que je change, si je deviens résident, est-ce qu'il faudra que je change mon permis pour avoir un permis local? Ça, c'est possible. Un autre petit point, si vous allez soit en études, soit travailler, il y a des fois des exigences en matière de diplôme et qu'il faut faire certifier, légaliser ces diplômes. Donc pareil, allez bien vous renseigner. La procédure de légalisation, elle se fera depuis la France. Donc n'attendez pas d'être parti pour vous rendre compte qu'il fallait que vous fassiez légaliser vos diplômes. Depuis 2025, c'est les notaires qui ont la main pour les légalisations. Et puis un point, ça vaut à la fois pour l'expatriation et à la fois pour le voyage. Est-ce que je suis bien couvert au niveau de mes frais de santé?
Ça, on le redit jamais assez. Assurez-vous d'être assuré. C'est une phrase toute bête, mais vraiment, assurez-vous-en et assurez-vous d'avoir également une assurance rapatriement. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on côtoie et qu'on voit malheureusement trop souvent. Euh, En France, la santé, bah, c'est un petit peu ce qu'on disait sur le système scolaire, hein. On a un système public qui nous permet d'être soignés gratuitement ou à moindre frais. À l'étranger, c'est rarement le cas. Les frais de santé peuvent coûter très cher. Et dans le pire des cas, si effectivement un rapatriement sanitaire doit être organisé, parce que les soins sur place permettent pas une bonne récupération, etc., et que en France, on estime qu'il vaut mieux vous ramener à l'hôpital français. Pour donner un ordre d'idée, un rapatriement sanitaire dans un avion médicalisé, ça peut être 200 000 euros. Donc, c'est bien Ouais, si ça peut être ouais, pris en charge. c'est sûr. Et justement, Voilà. j'ai une question du chat sur la carte d'assurance maladie européenne. Est-ce que ça suffit quand on part finalement en Europe? Alors, oui, la théorie, c'est que ça suffit, effectivement. La pratique, certains pays, il faudra peut-être que vous avanciez malgré tout les frais et que vous vous fassiez rembourser par la Sécu française à votre retour. La mise en œuvre, je dirais, est inégale en fonction des pays. Mais oui, oui, la recommandation, évidemment, c'est de la demander si vous voyagez en Europe. Alors, justement, tout ce que tu évoquais sur les permis de conduire, toutes ces informations qu'on doit, voilà, on les trouve où? Alors, je sais que j'ai ce magnifique qu'on a imprimé aussi du ministère est disponible en ligne également. Ça permet d'avoir des simulateurs, des informations aussi plus précises en fonction de son projet d'expatriation. Oui, exactement. Vous avez dans la brochure expatriation, vous la retrouvez sur le site du ministère, dans la partie service aux Français. Si vous allez sur France Diplomatie, il y a une partie préparer mon départ, préparer mon expatriation. Et donc, vous allez retrouver cette brochure notamment. Vous allez également retrouver une petite checklist avant de partir, une fois sur place, au moment du retour. Et comme ça, vous cochez. Est-ce que j'ai bien déclaré mon départ? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais au moment du départ, il va falloir indiquer aux organismes en France que vous êtes parti. Donc, évidemment, aux impôts, si vous touchez la retraite, à l'assurance retraite, si vous touchez le chômage, eh bien, à Pôle emploi, enfin, à France Travail. Si vous touchez des allocations, eh bien, à la CAF, il faut signaler votre départ. D'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais les bourses scolaires et les aides sociales qui peuvent être dispensées par le consulat. Ça, c'est un des documents qu'on va vous demander, la preuve de votre radiation ou de votre non-affiliation aux aides à la CAF, aux aides familiales. Euh, donc ça c'est évidemment une démarche à faire que vous retrouverez dans la checklist. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé encore, j'y pense, c'est l'identité numérique. Bien sûr. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'on a la possibilité de refaire son passeport à distance. Dans certains pays et sous certaines conditions, ça reste une expérimentation, mais c'est possible. À l'étranger, pour les élections législatives et pour les élections des conseillers des Français de l'étranger, il est possible de voter par Internet, ce qui est complètement inédit. Ça n'existe évidemment pas du tout en Hexagone. Euh, et on met en œuvre au niveau de la DFAE, la Direction des Français à l'étranger, un certain nombre de projets de modernisation. Et l'objectif, c'est évidemment de simplifier, de faciliter l'accès aux démarches. On le disait tout à l'heure, on peut être très éloigné de son consulat. Et donc, nous, on veut vraiment développer des démarches simples. C'est un petit peu le programme Service Public Plus, hein, plus proche, plus simple, plus efficace. Et donc ça passe notamment par l'identité numérique et en particulier l'identité numérique liée à la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire, la carte d'identité électronique. Elle permet de créer une identité sur France Identité, qui est l'application de l'État en matière d'identité numérique. Et donc, si vous disposez d'une nouvelle CNI, vraiment ce qu'on conseille, créez votre identité numérique France Identité, allez en mairie tant que vous êtes encore en France pour faire certifier cette identité numérique et ça vous donnera accès à un certain nombre de démarches
à distance de haute sécurité. On parlait tout à l'heure de faire des procurations auprès des consuls honoraires. Aujourd'hui, vous pouvez faire les procurations en ligne, maprocuration.fr, mais il faut toujours vous déplacer. Alors en France, à la gendarmerie, en mairie ou je ne sais où, et à l'étranger, auprès du consulat ou auprès d'un consul honoraire de nationalité française. Si vous avez l'identité numérique de niveau certifié, vous pouvez tout faire en ligne, plus du tout besoin de vous déplacer. Le vote par Internet, c'est également possible d'utiliser désormais son identité numérique certifiée. Le renouvellement des passeports, ce sera possible, c'est possible aussi par cette identité numérique. Donc voilà, c'est la nouveauté un petit peu de 2026. Ça fait un an qu'en gros qu'on peut, dans les consulats, certifier l'identité numérique. Et là, on commence vraiment à en voir les usages, et notamment pour le vote par Internet, par exemple. Alors, j'ai une question là, j'imagine que tu reçois aussi souvent. Ça peut faire peur en fait, cette identité numérique. Et comment on peut rassurer aussi justement les Français qui vont avoir peur justement d'avoir toutes leurs données numérisées? Je vois effectivement le site de la NTS qui a été piraté. Et effectivement, je comprends que ça puisse faire peur. C'est des applications qui sont sous haut contrôle de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui sont sous haute surveillance. Néanmoins, le risque zéro, oui, n'existe pas, mais il y a quand même un certain nombre de contrôles qui sont faits, qui sont effectués. Après, à nouveau, c'est un conseil qu'on donne. Si vous préférez vous déplacer au consulat, nous, on sera toujours ravis de vous accueillir. Les consulats, en plus d'être physiquement à un endroit précis, organise un certain nombre de tournées consulaires. Donc là, c'est un petit peu le consulat hors les murs. On vient délocaliser, je parlais tout à l'heure de Siem Reap et Battambang au Cambodge, par exemple. Eh bien, le consulat, 1, 2, 3 fois par an, je ne sais pas exactement, va se déplacer dans ces villes pour apporter du service public aux communautés qui résideraient dans ces régions. L'idée, c'est évidemment de pouvoir recueillir les demandes de passeport ou de carte d'identité, de faire des procurations de vote. Voilà. Donc, il y a la possibilité d'avoir un service davantage de proximité, mais si vous voulez être complètement autonome pour vos démarches et les faire en ligne, etc., vous pouvez utiliser l'identité numérique. Voilà. C'est une option supplémentaire qui permet à des gens qui peuvent être aussi isolés, loin de tout, de pouvoir aussi récupérer. Alors, tu parlais de tests, ça veut dire que dans l'idée, en tout cas au Canada, au Portugal, ce qui se passe en ce moment pour les questions de passeport, c'est dans l'idée quelque chose que vous voulez aussi mener à bien dans d'autres pays, j'imagine? Oui, tout à fait. Il y a déjà eu une première année d'expérimentation du 1er mars 2024 au 28 février 2025. On a expérimenté la procédure uniquement au Canada et au Portugal. À l'issue de cette année, il y a eu tout un travail d'évaluation qui a été fait, et notamment avec les usagers. Et ça, on était très heureux de voir l'implication des usagers, de nos compatriotes à l'étranger qui vraiment étaient intéressés par le fait d'expérimenter une démarche qui existe nulle part, de s'impliquer, de prendre le temps de répondre par téléphone à un entretien pour comprendre quelles ont pu être les difficultés rencontrées, qu'est-ce qui pouvait être amélioré. Et voilà. Et donc, dans cette démarche d'amélioration continue, il y a eu des ajustements qui ont été proposés et l'expérimentation a repris le 1er décembre dernier, 1er décembre 2025, en l'étendant donc à l'Espagne et à l'Australie, qui sont l'Australie aussi, des pays très vastes, n'est-ce pas? Et je pense que quand on a peur, c'est qu'on a perdu son passeport, on n'a pas forcément envie. Enfin, non, perdu le passeport, c'est un mauvais exemple parce qu'on ne pourra pas le renouveler à distance. Mais bref, vous voyez l'idée. On n'a pas toujours envie de parcourir des milliers de kilomètres pour un document d'identité. Et donc là, l'expérimentation, elle a repris pour 2 ans. Et l'objectif, c'est effectivement de pouvoir l'étendre à l'ensemble des pays qui proposent aujourd'hui l'envoi postal sécurisé, puisque comme tout se fait à distance de la demande en ligne
à la réception par courrier, eh bien évidemment, ce ne sera pas possible là où la réception courrier n'est pas appliquée. Alors, il y a un autre service qu'on n'a pas encore évoqué, mais qu'on voit finalement sous ton nom à l'envers, mais c'est France Consulaire, pour parler justement de ce qui est disponible aussi en termes de ressources. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui est disponible partout dans le monde entier. Peux-tu expliquer un petit peu quel est le fonctionnement de France Consulaire et comment ça peut aider aussi les Français à l'étranger? Alors, France Consulaire, c'est plusieurs choses. On va dire que c'est un petit peu la marque de la DFAE, de la Direction des Français à l'étranger. Et donc, France Consulaire, ça va être par exemple nos noms de réseaux sociaux. Donc, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité consulaire, avoir une idée des petits rappels, les rappels sur l'organisation de conférences comme on est en train de faire, etc., vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou X, et puis également sur notre chaîne YouTube. Donc ça, c'était pour la partie promotionnelle. Mais donc, n'hésitez pas évidemment à aller consulter les réseaux sociaux. Et le service France Consulaire, c'est également quelque chose qu'on a mis en place depuis 2021. C'est un service de réponse téléphonique unique, centralisé. Désormais, il se trouve à Nantes. Et il a été lancé parce qu'on est parti du constat, peut-être un petit peu malheureux, mais réel, qu'il était dans certains postes difficile de joindre quelqu'un par téléphone. Le ministère a connu un certain nombre de réductions d'effectifs qui parfois ont pu contribuer à ce que le standardiste était également la personne qui assurait l'accueil physique du consulat, qui faisait quelques démarches, etc. Et donc, parfois, les usagers appelaient et n'avaient personne au bout du fil. Et donc, pour y remédier, puis pour dégager du temps de qualité aussi sur place, parce que je pense que quand on se déplace, on apprécie d'être correctement accueilli, accompagné dans ces démarches. Et bien, du coup, on a libéré la partie réponse téléphonique et on l'a centralisé ici en France. Et donc, le service est désormais joignable absolument partout dans le monde, avec des numéros ou des manières de le contacter différentes en fonction des pays. Donc là, je vous recommande d'aller voir le site de votre ambassade pour voir exactement comment joindre le service France Consulaire. Et en gros, ils vont répondre à toutes vos questions consulaires euh, non personnalisées. C'est-à-dire qu'eux, ils vont pas forcément avoir l'info. Ben, j'ai fait telle démarche, je voudrais savoir où en est ma demande de certificat de capacité à mariage. Eux, ils n'ont pas accès aux données des particuliers, des dossiers sur place. Par contre, si vous appelez pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir me marier sur place, là, ils seront en mesure de répondre à vos questions. Et quelles sont les questions, justement, peut-être un recul sur un peu le type de questions qui sont posées finalement à ce service? J'ai pas les dernières statistiques, mais c'est alors déjà il faut savoir que de mémoire c'est 90-95% des questions qui trouvent réponse en appelant le service France Consulaire. Donc n'allons pas imaginer que c'est pas parce que je n'appelle pas le consulat en direct que j'ai pas une réponse à ma question. Et si jamais d'ailleurs service France Consulaire n'est pas en mesure de vous répondre, il pourra transférer votre appel, vous demandez au consulat de vous rappeler pour qu'il prenne directement votre attache. Mais sur les questions, ça va être pas mal des questions justement sur l'état civil. C'est une matière qui peut être un peu complexe. Ça va être des questions sur, en fonction de la période, sur les élections, sur les documents d'identité et de voyage. Voilà. Le service France Consulaire répond pas du tout aux questions sur les visas. Euh, voilà. Mais sur le reste, ils sont très compétents. Alors, on a parlé des démarches où tu as fait un peu la liste, hein. Je conseille encore, on a mis dans le chat le lien pour ce guide qui est très bien fait, qui est disponible de manière numérique. Pour la checklist, une fois qu'on est sur place, on a parlé du registre, l'inscription qui n'est pas obligatoire, mais qui est quand même recommandée puisque ça peut faciliter les choses. Est-ce que tu as d'autres aussi que tu peux nous lister?
Oui, alors, on a parlé du registre. Le registre, c'est une inscription quand on vient s'installer sur du long terme. On va généralement refuser les inscriptions pour des personnes qui sont là pour moins de 6 mois. Donc, par exemple, un étudiant qui vient faire un semestre de 5 mois d'études, c'est peut-être pas la peine. En revanche, s'il reste l'année scolaire, eh bien, oui, évidemment, inscrivez-vous au registre. En revanche, il y a une deuxième application alors qui ne dépend pas directement de notre direction, mais qui dépend évidemment du ministère. Et ça, c'est important de le rappeler, ça s'appelle le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de rester en contact et de garder le fil avec la France. Ça vaut si vous partez sur une expatriation un petit peu plus courte, un stage de quelques mois inférieur à 6 mois. Ça vaut aussi si vous allez juste simplement en voyage, en vacances. Donc même si vous êtes installé en Espagne et que vous êtes inscrit au registre en Espagne, si vous allez faire des vacances, je ne sais pas, au Maroc, eh bien, pensez à vous inscrire sur le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, ça sert uniquement en cas de crise. Ça permettra d'être contacté, ça permettra au centre de crise et de soutien du ministère de savoir que vous êtes sur place. Et pour vous donner une petite idée, au moment de la crise au Moyen-Orient, au début de la guerre, on a compté aux Émirats plus de 70 000 personnes qui se sont inscrites sur le fil d'Ariane après que les événements aient commencé. Donc évidemment, ça impacte beaucoup et donc mieux vaut être déjà inscrit. Et ça, c'est donc une démarche que vous pouvez faire avant. Et voilà, vous donnez, si vous l'avez, une idée de votre itinéraire. Si vous allez dans plusieurs pays, eh bien, vous l'indiquez, vous laissez votre numéro de téléphone et votre email. Et s'il se passe quoi que ce soit, vous pourrez être contacté et on vous aura dans nos bases de données. Alors peut-être juste une question simple, mais comment on s'enregistre finalement? On a parlé du registre là, pour le coup des Français à l'étranger. Ça se retrouve où en fait? C'est aussi sur le site du consulat? Ah bah, c'est une excellente question, effectivement. On peut trouver le lien depuis le site du consulat, mais sinon, c'est une démarche qui se fait depuis le site servicepublic.fr. Et donc, vous allez sur service public, inscription au registre des Français établis hors de France, c'est son petit nom. Et là, vous avez une démarche en ligne que vous pouvez faire. Et ensuite, depuis votre compte service public, vous aurez accès à vos données sur le registre. Euh, Ça m'a fait penser à autre chose. Sur le site servicepublic.gouv.fr, on n'a pas du tout évoqué pour le moment le retour Bien sûr. en France, mais c'est important d'y penser peut-être même dès le départ. Euh, Évidemment, le retour, il ne va pas s'anticiper de la même manière si vous savez que vous partez pour 1 an, vous avez déjà un contrat, vous partez en études, ou voilà, vous avez un début et une fin. Ça va évidemment pas être la même chose si vous partez sur du long terme, que, je ne sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous créez une famille, vous fondez une famille, etc. La logique va être complètement différente. Et pour vous accompagner, du coup, le site service public a mis en place une espèce de simulateur. Donc, en fait, sur le site, vous allez trouver 3 blocs de moments de vie. Euh, un bloc Je pars vivre à l'étranger, qui va reprendre un petit peu ce qu'on a aussi dans notre checklist, etc. Un bloc Je vis à l'étranger, et donc qui va vous rappeler un petit peu quel est le rôle du consulat, qu'est-ce que vous pouvez faire comme démarche quand vous êtes à l'étranger. Et une rubrique Je rentre vivre en France après un séjour à l'étranger. Et donc là, en fonction de votre situation, ça va vous indiquer quelles sont les administrations qui devront être contactées pour, je sais pas, l'inscription scolaire, récupérer des droits, réouvrir ses droits à la sécurité sociale en France, s'inscrire à France Travail, s'inscrire auprès de la CAF, etc. Donc ça, vous avez cette possibilité. Et puis, vous avez également, et on y travaille et ça se développe, la possibilité de contacter une maison France Service qui commence à être de plus en plus sensibilisée justement aux problématiques du retour en France des Français. C'est vrai qu'il y avait une étude qui avait été menée
qui montrait que le retour était parfois plus compliqué que le départ. Et donc, voilà, pour être sûr de ne rien oublier et de tout faire correctement, vous pouvez trouver toutes les infos sur le site service public. C'est vrai que le retour en France, on s'imagine qu'on revient dans son pays, donc ça va être beaucoup plus simple que de partir à l'étranger, puisqu'on on anticipe déjà ces problématiques, alors qu'en fait, il y a tout un lot de choses effectivement à faire, mais il faut se préparer aussi au retour, presque comme une expatriation finalement, c'est un peu le même. L'impatriation, ça se prépare aussi, Voilà, exactement. Ouais. exactement. Alors, je vais commencer à prendre des questions et puis on pourra évoquer d'autres sujets, mais il y avait une question justement alors, spécifique sur le fait de se faire aider au niveau légal sur place quand on ouvre un business. J'imagine qu'en fait, c'est des questions de ressources aussi. Est-ce que le consulat peut aider justement pour mettre en relation, par exemple, avec des professionnels francophones ou des personnes légitimes pour certaines questions, ou au contraire, c'est plus de l'ordre voilà, des recherches personnelles? C'est quand même plus de l'ordre des recherches personnelles, c'est-à-dire le consulat va pas vous mettre en lien directement avec Business France, avec les CCI, etc. C'est pas tout à fait. Je parle notamment des sections consulaires en ambassade, mais c'est pas tout à fait le rôle des services consulaires à proprement parler. Et il n'y a pas d'aide financière, par exemple, pour monter un business. Nous, on parle d'aide sociale quand vous êtes vraiment en, ben, en détresse ou en grosse difficulté financière. Mais là, il faut contacter directement les organismes que j'ai évoqués. Ouais. Alors, on Et a je une crois qu'il question y aussi. avait. Ouais, dis-moi. Non, 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 vas-y. Non, je vois qu'il y avait une question sur la carte de sécurité sociale Oui, internationale, qui, à ma connaissance, n'existe pas. Mais donc, on oui. parle bien de la carte européenne d'assurance maladie, qui se limite donc à l'Union européenne. Effectivement, pour le reste, il faut penser à sa protection sociale. On a fait beaucoup de conférences, notamment avec la Caisse des Français de l'étranger, mais d'autres acteurs. C'est important, effectivement, de se dire que la santé, c'est un sujet, voilà, qui mérite aussi une préparation. Il y avait une question sur les événements là, qui peuvent être organisés par les consulats, l'ambassade, etc., qui sont aussi des moyens de se rencontrer hein, de manière plus informelle. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, déjà, on a évoqué effectivement tous les événements qui peuvent être organisés au sein des instituts, au sein des centres culturels français. Ça, c'est un bon moyen de rencontrer la communauté française. Et puis après, sur les événements, on pense évidemment au 14 juillet. Alors, je vais peut-être décevoir beaucoup d'entre vous, mais non, tous les Français établis dans une circonscription ne sont pas invités au 14 juillet. Ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays où il y a un certain nombre de places qui sont ouvertes pour la communauté française et donc au premier inscrit, au premier invité. Il y a, quand j'étais au Cambodge à nouveau, on organisait deux événements, un événement officiel avec le corps diplomatique, les représentants, les élus, le gouvernement local, etc. Et puis un événement plus populaire organisé par la Chambre de commerce où là c'était un dîner, on pouvait acheter sa place, n'importe qui pouvait participer. Voilà, donc ça dépend vraiment des endroits pour le 14 juillet. Et puis sur les autres événements organisés par les ambassades ou les consulats, c'est généralement des événements thématiques et donc en fonction de votre rôle, de votre travail, de votre intégration au sein de la communauté, bah, vous pourrez éventuellement être effectivement invité. Oui, puis effectivement, il y a des événements professionnels qui peuvent être accueillis aussi en fonction des secteurs par le consulat qui ouvre ses portes aussi à la communauté française pour plein d'événements différents. Et c'est toujours un plaisir, Exactement. effectivement. De rencontrer. Et on reprécise effectivement pour tous les accueils, hein, la FIAF, mais donc qui a tous les accueils un peu partout. Il y a toujours le café de rentrée au mois de septembre, généralement, qui permet aussi de rencontrer des Français déjà sur place. Et peut-être une précision aussi, hein, le réseau peut se faire aussi à distance, hein, depuis chez soi avant même de partir. Hein. On pense à des réseaux sociaux, LinkedIn ou autres, qui permettent aussi de se connecter, des groupes de Français, Facebook, sur d'autres communes aussi de rencontrer des gens. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui sont prêts à partager leur expérience et au contraire donner des conseils. Donc, il ne faut pas hésiter.
Il y avait une question liée à justement, alors je pense que la question est peut-être liée davantage au VIE, mais le fait d'intégrer la team France Export quand on a dépassé les 35 ans, mais j'imagine que voilà, l'idée c'est faciliter l'expatriation, peut-être via le VIE notamment. Je n'ai pas de précision par rapport à ça, mais effectivement, ça dépend des pays. Là, je peux différer et les informations sur le site de Business France. Oui, tout à Je fait. Enfin, réponds. j'ai pas de rien à ajouter. Ouais. Quand on a dépassé 35 ans, il faut, enfin 30 ou 35 d'ailleurs, parce que les pays, ça dépend. Oui, il faut aller regarder sur le site de Business France s'il y a peut-être qu'il y a des offres d'emploi, par exemple. Alors de la même façon, peut-être pour les questions, on peut s'imaginer que tu avais évoqué justement les notaires pour les questions de diplôme. Il y a quelqu'un qui pose la question comment ça fonctionne. C'est pareil, c'est des organismes autres qu'il faut aller voir. Oui, en fait, donc ça, c'est tout récent, hein, ça date de mai et septembre de l'année dernière. Il y a 15 chambres, donc dans 15 régions, qui peuvent vous accueillir, vous recevoir pour faire ces démarches de légalisation ou d'apostille. Je rentrerai pas dans le débat de quoi et quoi, vous le verrez. Mais donc, vous allez sur le site notaire.fr et puis, en fonction de votre lieu de résidence, vous trouverez la chambre qui vous permettra de faire légaliser vos diplômes notamment. Alors, peut-être là, on termine la conférence. Merci à tous pour votre présence. Peut-être, Aurore, si tu as un conseil à donner justement pour les personnes qui veulent partir à l'étranger. Alors, je sais qu'on a déjà évoqué plein de choses, mais peut-être un conseil important. Je ne sais pas si c'est un conseil important, mais en tout cas, le mot de la fin, ce serait peut-être lancez-vous. Lancez-vous, préparez, mais lancez-vous parce que c'est des expériences qui en valent vraiment la peine. Et évidemment, au mieux vous serez préparé, au mieux vous vivrez votre expatriation. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Effectivement, le but après, c'est de pouvoir profiter de cette belle expérience de la vie à l'étranger. Merci beaucoup, Aurore, pour ta présence. Je rappelle que cette conférence sera disponible donc en replay. Il y aura la possibilité aussi de retrouver toutes les informations qu'on a évoquées sur le site de la Maison d'Expatriation, notamment aussi ce petit guide hyper important où il y a la checklist justement avant, pendant et après l'expatriation. Et puis d'autres conférences dans les prochains jours, n'hésitez pas à vous inscrire, tout est gratuit. Vous pouvez également prendre rendez-vous au sein de la maison de l'expatriation pour un rendez-vous pour aussi gratuitement évoquer votre projet de départ ou de retour en France, parce que l'impatriation, effectivement, c'est un vrai sujet. Merci à tous encore et à bientôt. Un grand merci.